Wilfried, Oui. Là. vas-y. Bonjour à tout le monde et merci pour toutes les informations. Moi, j'ai deux préoccupations. Là, j'ai vu que les startups en général travaillent beaucoup avec le secteur privé. Mais c'est rare d'entendre en fait qu'il y a des entreprises de logistique, vu qu'on parle de digitalisation et qu'on sait que le secteur public n'est pas tellement dans cette dynamique-là. Pourquoi est-ce il n'y a pas de partenariat, de véritable partenariat entre le secteur privé, à savoir la logistique, avec le secteur public? C'est quoi le problème? C'est plus au niveau du manque de confiance, ou c'est quoi exactement? Et la deuxième préoccupation concerne au niveau opérationnel, c'est-à-dire sur le terrain, toutes les solutions apportées au niveau de Logito, au niveau de Sénégal Logistique, au niveau de... Voir comment ça marche, quels sont les cycles Ouais, qui et à ce niveau-là, de façon opérationnelle, comment sur le terrain, comment est-ce que cette digitalisation-là se manifeste au niveau des opérationnels? Merci. D'accord, merci. Merci à toi. Je pense que je vais rédiger la question vers Ousseynou, qui va nous donner son avis déjà en termes de partenariat public-privé. Et puis après, s'il peut donner son avis sur les solutions opérationnelles qu'il a. D'accord, ça marche. Merci beaucoup, Wilfried, pour la question qui est très pertinente. Et je pense bien que Tamsir avait donné un début de réponse à ça. Je pense qu'après, même, il va revenir dessus. Lorsqu'il a voulu travailler avec l'industrie pharmaceutique, qui est généralement gérée ici par la PNA. Donc, c'est une structure publique qui est là, mais malheureusement, souvent, il y a en fait trop d'embûches pour pouvoir obtenir des parts de marché. Et je le disais tantôt, aujourd'hui, l'État en tant que tel doit protéger ces startups-là qui évoluent dans le domaine de la logistique ou bien dans un autre domaine ou bien dans un domaine similaire. Parce qu'en réalité, si nous prenons par exemple le cas de Samsung et d'autres marques asiatiques, on voit que l'État a une même mise en fait sur ces entreprises-là. Et l'exemple souvent même que je donne, quand je donne l'exemple par exemple du Japon ou bien de la Chine, plusieurs personnes peuvent dire que c'est un peu dû à leur type en fait de gestion. Mais si nous prenons par exemple le cas des États-Unis, où on est dans un système qui est typiquement libéral, où c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Lors de la crise de 2008, on s'est rendu compte que l'État a commencé à intervenir en fait pour pouvoir venir en appui à certaines entreprises qui étaient dans des situations un peu catastrophiques. Alors qu'aux États-Unis, c'est eux qui ont théorisé la main invisible en disant que le marché se régule lui-même, etc. Mais à un moment donné, c'est l'État, en fait, qui fait de telle sorte que les entreprises qui sont là-bas, et je pense que c'était le cas de General Motors, que ces entreprises-là puissent avoir un appui financier venant d'eux pour leur permettre de continuer leurs activités. Donc, la différence entre eux et nous, Africains, c'est que nous, on dit qu'on a peut-être une approche qui est, une approche de l'économie qui fait qu'on va laisser les entreprises se débrouiller tout seuls, compétir sur les marchés, alors que pour moi, la vision devrait être tout autre. Les entreprises qui sont là, même s'ils n'ont pas le niveau, on doit les aider jusqu'à ce qu'ils aient un niveau pouvant leur permettre de pouvoir répondre aux exigences des commandes publiques. Et le plus souvent, sont les exigences d'ordre financier, parce que si c'est en fait côté technicité, côté compétence, côté expérience, je pense que les startups sont bien outillées, mais malheureusement, la commande publique, elle est très lourde et les délais de paiement sont très longs. Pour pouvoir pallier à ça, comme je l'ai dit tantôt, il faut qu'il y ait des fonds de garantie, il faut qu'il y ait
y ait un accompagnement de l'État, il faut que les banques aussi puissent derrière couvrir ces chantiers-là en faisant des avances sur facture, mais tout cela, ces entreprises ne veulent pas le faire tant que l'État n'octroie pas en fait ces fonds de garantie-là à ces startups-là pour leur permettre de pouvoir exécuter ces marchés-là. Donc, de manière ramassée, les startups travaillent avec l'État, mais pas tous. Il y a juste une partie infime peut-être qui ont cette stabilité financière-là qui peuvent le faire, compte tenu des délais de paiement qui sont assez longs. Mais par exemple, travailler avec un privé ou bien travailler avec un consommateur final, c'est beaucoup plus simple parce que le consommateur final, dans la majeure partie des cas, il te fait un paiement en avance, un paiement cash. Et pour les entreprises privées, au pire des cas, c'est un paiement dans les 30 jours ou bien entre 10 jours et 30 jours. Donc, c'est beaucoup plus soft de travailler avec des entreprises privées avec des paiements qui sont moins que de travailler avec l'État qui, voilà, avec tous les problèmes des tracasseries qu'ils peuvent avoir sans pour autant avoir la garantie que les paiements arriveront à temps. Et même lors de la commande publique, si nous faisons une analyse, par exemple, je ne sais pas si c'est le cas pour les autres pays de l'Afrique, mais ici au niveau du Sénégal, il y a des entreprises de construction aujourd'hui qui sont allées en faillite parce qu'ils ont travaillé avec l'État. Et pourtant, c'était des entreprises qui étaient financièrement solides. Et le cas, par exemple, que je peux donner, c'est une entreprise comme Ecotra qui avait gagné pas mal de marchés ici au niveau du Sénégal, qui avait une très bonne logistique, mais aujourd'hui qui se retrouve en état de faillite parce que tout simplement, les paiements de l'État n'ont pas suivi. Donc, c'est, voilà, de manière très ramassée, un peu, peut-être une partie des raisons pour lesquelles aujourd'hui, les startups ne travaillent pas beaucoup avec l'État. Maintenant, concernant la deuxième question, je pense pour la digitalisation, comme Ali l'a rappelé tout à l'heure, ce n'est pas en fait tous les secteurs qui sont digitalisés parce qu'il ne faudrait pas oublier un fait qui est très important en termes de business. C'est vrai qu'on veut comment dirais-je, qu'on veut digitaliser, qu'on veut rendre fluide les choses, mais il ne faudrait pas oublier que le client, il doit être au centre des préoccupations. Et dans ce cas de figure-là, moi, le service que j'ai en tant qu'entreprise de transport et de logistique, c'est le même service que l'entreprise B donne, c'est le même service que l'entreprise C donne, c'est le même service que l'entreprise D donne. Maintenant, quelle est la différence entre toutes ces entreprises-là? C'est en fait la touche humaine. Et quand on fait un peu de marketing, en fait, ce qu'on va te dire, c'est doing business, winning a customer is about winning the heart of the customer. Ça veut dire si on veut gagner un client, on gagne le cœur du client. Et maintenant, comment faire pour gagner le cœur du client si on n'est pas en contact avec le client? Ce sera très difficile. Ce sera peut-être parce que telle personne a investi beaucoup plus d'argent pour avoir plus de visibilité sur Internet que cette personne-là aura plus de business. Maintenant, si on décide, au-delà de l'aspect digital, d'avoir cette approche-là, moi, par exemple, ce que je fais, malgré qu'à chaque expédition, je donne des liens pour pouvoir suivre les camions, il y a toujours quelqu'un qui m'appelle pour me dire que ah, j'ai reçu ton lien, mais malheureusement, je ne sais pas comment me connecter. Malheureusement, le mot de passe ne marche pas, etc. C'est parce que ces personnes-là n'ont pas l'habitude d'utiliser ces plateformes et pourtant, ces plateformes-là sont hyper intéressantes pour elles. Maintenant, moi, ce que je fais derrière, c'est je vais dans la plateforme. À chaque fois qu'il y a un milestone qui est fait, dès que le camion est alloué, je fais une capture. Le camion, il est au niveau de l'AGS pour charger. Dès que le camion est au niveau de DPO, je fais la capture avec tous les conteneurs. Voilà l'aspect esthétique. J'envoie le camion, il est en train de charger au niveau de DP. Dès que c'est livré, je vais dire, OK, le camion, il est là sur ton site. J'envoie un message WhatsApp avec la capture d'écran. Donc, ça, c'est un prolongement de la digitalisation parce que les technologies ne sont pas maîtrisées par tout le monde, mais il faut qu'il y ait un prolongement pour pouvoir permettre au consommateur final, au client final, de pouvoir bénéficier de cette technologie-là pour au moins tant soit peu avoir une plus-value par rapport au service en fait qui lui est donné. Donc c'est en fait ce calibrage surtout qu'il faut faire, digitaliser au maximum, faire de telle sorte que tout ce qui est transport digitalisé, tout ce qui est gestion des carburants, que ça soit digitalisé. Mais l'aspect aussi qui est très important et actuellement auquel on fait face, c'est la digitalisation même des procédures de dédouanement. Parce qu'il ne faudrait pas oublier qu'avant, les procédures de dédouanement prenaient énormément de temps. Mais actuellement, il y a une forte digitalisation aussi bien des compagnies maritimes que des terminaux comme DP World. Aujourd'hui, juste pour vous donner la différence
entre ce qui se faisait il y a 5 ans et ce qui se fait maintenant. Il y a 5 ans, lorsqu'on recevait un dossier, on était obligé de déclarer sur Gaïndé, d'amener les dossiers au niveau de la douane pour faire le circuit. Après, d'aller au niveau de la compagnie maritime pour chercher une facture pro forma. Une fois la facture pro forma reçue, on retourne au bureau, on fait le paiement. On retourne au niveau de la compagnie maritime pour faire la queue, pour récupérer son bon à délivrer. Une fois le bon à délivrer récupéré, on prend le bon à délivrer, la facture, on va encore faire la queue au niveau de DP World pour récupérer sa pro forma, pour récupérer de l'argent, aller payer, récupérer son préguet et aller voir le chauffeur, lui donner le document physique. Donc, imaginez, ça, c'est de manière très simple que j'explique comme ça. Mais avec la digitalisation, ce qui se passe, tu as un shipment, tu prends ton BL, tu l'endosses, tu envoies un mail, soit à PAC, soit à CMA, soit à Miles. Et même pour Miles et CMA, je pense qu'ils ont un système. Automatiquement, tu vas dans le système, tu tires ta facture. Tu tires ta facture, tu es toujours dans ton bureau, tu fais un virement. Si tu as un compte, par exemple, EcoBank ou bien whatever, ou bien même si tu n'as pas de e-banking, tu fais un ordre de virement, tu envoies à ton gestionnaire qui fait le paiement, tu envoies le reçu à la compagnie, il t'envoie ton BAD, en même temps envoie à DP World qui te génère la facture. Tu payes automatiquement, dans la seconde qui suit, tu as ton préguet. Donc, entre la première procédure qui prenait 2-3 jours et la nouvelle procédure qui va te prendre une demi-journée, ou bien pas plus d'une journée, on voit nettement quelle est la différence en termes de productivité et quelle est la différence aussi en termes de coût. Donc, digitaliser, c'est faciliter les opérations, c'est aussi renforcer sa qualité de service, c'est aussi permettre aux clients d'être beaucoup plus contents et voilà, de pouvoir disposer de sa marchandise en un rien de temps. Donc, ces secteurs-là sont des secteurs clés qui sont digitalisés. Et l'idée maintenant, je pense, c'est d'aller à un niveau où on va avoir un guichet unique. Le guichet unique, ce que ça va permettre, c'est d'aller dans une plateforme commune qui va, je pense qu'Orbus est déjà en train de faire ce travail par le biais de Gain de 2000, où aujourd'hui, à travers une seule plateforme, on a la possibilité d'avoir sa déclaration préalable d'importation, on a la possibilité d'avoir son autorisation d'importation, les BSC, les déclarations d'importation de produits alimentaires, les déclarations d'instruments, etc. Il y a tous les documents qui peuvent être obtenus maintenant via la plateforme Orbus. Maintenant, ce qu'il va s'agir dans un long terme ou bien dans un court et moyen terme, c'est d'incorporer tous les autres services, que ce soit les lignes maritimes, les terminaux, les transporteurs routiers, dans la même plateforme pour que on puisse renforcer la visibilité, mais en même temps augmenter la qualité de service. Ok, bah, je vais peut-être juste rebondir sur l'interpellation de Wilfried tout à l'heure d'abord. Rapidement, en fait, moi, ce que je comprends, c'est que tu parles beaucoup plus des accords PPP, public-privé. Dans ton cas, je comprends un peu ta frustration. C'est que tu te poses peut-être des questions sur je l'attrape par quelques. Ce qu'il faut savoir, c'est que les marchés sont vraiment différents. Aujourd'hui, l'approche qu'il faut avoir dans ce cas-là, c'est l'approche conglomérale. C'est-à-dire aujourd'hui, les acteurs publics ne sont pas du tout enclins à, même si c'est la meilleure solution du monde, ils ne prendront jamais le risque, à moins que ce soit une multinationale ou que ce soit une offre où vraiment, il n'y a aucun acteur local qui puisse y répondre, ils prennent que des conglomérats. C'est-à-dire qu'ils préfèrent faire travailler, parce que leur approche, elle est plus importante. Ils sont sur l'impact communautaire. Donc, pour eux, aujourd'hui, si aujourd'hui, à eux, en leur disant, c'est un conglomérat d'acteurs, ce n'est pas un seul acteur, c'est un conglomérat d'acteurs qui viennent pour apporter une solution, ils t'écoutent beaucoup plus. Pour rapidement switcher sur Afriware, c'est ce qui a fait qu'on a créé Afriware. Le but, c'est que chacun, de son côté, il avait des idées assez innovantes pour le Sénégal, mais on n'arrivait pas, parce qu'à chaque fois qu'on allait voir les autorités, on venait en tant que personne. Donc, on s'est dit, on va rassembler tout ça sur une boîte, on va créer une communauté de e-logisticiens, et à ce moment, quand tu vas voir les acteurs, là, ils t'écoutent. Parce que ce n'est pas juste Tamsir, ce n'est pas juste Bamba, c'est l'ensemble en tout cas, la plus grosse partie des acteurs de e-logistique. Donc, je crois qu'il faudrait que tu réfléchisses de plus en plus à cette approche communautaire, tu vois, comment fédérer un écosystème autour de ton projet et comment
cet écosystème-là, cet environnement va aller justement essayer de négocier des accords PPP.